Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Occident. Alors aujourd'hui, comme sujet de réflexion que j'aimerais partager avec vous, comme toujours, ça portera sur la communication politique parce que c'est quelque chose, vous avez vu toutes les élections, pour ou contre, enfin, etc. Mais vous allez voir que j'ai l'honneur de recevoir Alexandre Herriès. Bonjour Alexandre. Bonjour Éric. Bonjour, bonjour. Vous nous accordez un moment de France. Alors, Oui, on vous a entendu quelques fois à Radio-Canada récemment. On va revenir là-dessus parce que vous êtes un expert dans différents domaines, mais en particulier, bien sûr, la communication politique, mais on va voir que c'est un peu plus vaste. Alors, peut-être dans un premier temps, votre parcours universitaire pour un peu vous connaître. Parce que, alors je vais rappeler quand même que vous êtes enseignant-chercheur, enfin vous étiez à l'Université de Bourgogne et puis vous avez été embauché comme directeur de la chaire Mutation et Agilité à l'Université à Genève. Donc là, à l'International Management School Geneva. Oui, c'est ça. Je cherchais parce qu'il y a un nom en anglais, mais vous êtes directeur de la chaire quand même. Donc, oui, alors vous étiez, alors, rapidement en 2-3 lignes, vous étiez donc enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez travaillé donc sur la communication politique, les médias et les usages sociaux des outils numériques. On va voir que c'est vraiment très intéressant, votre expertise. Et puis, vous avez publié plusieurs livres sur lesquels on va revenir. Et donc là, vous commencez une carrière à l'Université de Lorraine, hein, c'est ça ? C'est ça, oui. C'est une grande joie pour moi d'intégrer l'Université de Lorraine, avec laquelle je collabore au niveau de la recherche en sciences de l'information et de la communication depuis une dizaine d'années. Je collabore à la revue Questions de communication depuis 10 ans, exactement 10 ans. Et donc, j'ai fait énormément d'expertise, de recension pour la revue. Et donc, je suis très heureux d'intégrer l'Université de Lorraine à la rentrée et le Centre de recherche sur les médiations, leur laboratoire phare. Et puis, au sein de l'International Management School à Genève, eh bien, effectivement, je suis aussi professeur docteur en sciences de l'information et de la communication. Donc, je m'occupe d'un doctorat, voilà, donc j'encadre à ce titre-là, plusieurs doctorats. Et puis, je m'occupe également d'un titre de master. Un peu le sujet de doctorat que vous avez fait, parce qu'il y a 2 publications qui concernent ce personnage, c'est Henri Meshkonik. Est-ce qu'on le prononce bien ? Meshkonik. C'est ça, oui, Henri Meshkonik. Alors, et pourquoi vous êtes intéressé à lui ? Alors, il se trouve que moi, j'ai commencé des études universitaires en linguistique et littérature française, plutôt au XXe siècle, plutôt littérature contemporaine. Et parmi mes professeurs, il y a toujours des mentors, il y a toujours des maîtres à penser. Et en ce qui me concerne, ça a été pour moi Béatrice Bonhomme, grande théoricienne de la poésie contemporaine et grande poétesse elle-même. Elle a d'ailleurs été fréquemment invitée partout dans le monde pour défendre et lire ses propres textes. Et donc, elle organisait très régulièrement des séminaires, des colloques, des rencontres avec des poètes contemporains. Et à l'occasion d'un colloque autour d'Henri Meshkonik, j'ai découvert l'homme. Je l'ai entendu lire dans une salle de conférence ses poèmes qui ne ressemblaient vraiment à aucun autre. J'avais jamais entendu lire quelqu'un des poèmes comme ça, avec une espèce de travail du souffle très particulier, une diction particulière. Et j'ai osé lui parler, j'ai osé échanger avec lui. On a commencé à entretenir une petite correspondance où je lui posais des questions sur son œuvre. Et puis un jour, très vite, j'ai posé à ma directrice de thèse ce sujet, Henri Meshkonik, la littérature, la traduction, la théorie du langage. Voilà. Et ça s'est développé comme ça. Et donc vous avez fait votre doctorat là, sur lui. Oui, j'ai fait mon doctorat sur cette œuvre-là et j'ai eu la chance de la faire pendant qu'il était en train de contribuer à faire grossir l'œuvre encore. Donc les dernières années de la thèse, il publiait 3 à 4 livres par an. Donc des gros livres théoriques, des livres de traduction de la Bible et puis aussi des livres de poèmes. Et donc c'était vraiment très, très agréable de me dire que je travaillais sur un auteur vivant
dont l'œuvre était également vivante. Alors, il était prévu d'ailleurs qu'on l'invite suite à la soutenance de ma thèse de doctorat, et malheureusement, il est mort quelque temps avant cette date, qui est pour moi marquée pour toujours à ma thèse. Je l'ai soutenue le 23 octobre 2009, et, et donc il est mort quelques jours, pas tout à fait une semaine avant. Et donc, Alors, ça a été parmi, une extrêmement belle rencontre, mais voilà, qui s'est terminée un peu tristement. ouais. Alors, mais quand même, vous avez su quand même lui rendre hommage, puisqu'il y a quand même deux livres, un aux éditions L'Harmattan, Poétique de la communication, de lecture critique de l'œuvre d'Henri Méchonic, et vous avez fait un livre aussi sur Henri Méchonic et la Bible, passage ou traduire, espace littéraire. Alors, racontez-nous rapidement comment vous avez pu. Est-ce que c'est tiré de votre thèse? Alors, le passage du traduire est tiré de ma thèse, exactement. Et dans l'œuvre d'Henri Méchonic, il y avait un terme qui revenait très très souvent, qui était le mot de relation. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et quand je suis arrivé en sciences de la communication, je me suis aperçu que quand il a parlé de relation, c'était ce que d'autres appelaient communication. C'était pour lui et pour d'autres exactement le même terme. Et donc, je me suis aperçu de la portée heuristique de l'œuvre de Méchonic pour les études de communication. Et donc, j'ai effectivement publié un livre plutôt récemment sur l'œuvre d'Henri Méchonic vue à travers les sciences de la communication. Et j'avais publié précédemment deux ouvrages de mon ancienne vie académique littéraire, qui étaient eux aussi tirés de ma thèse. C'était une thèse qui était volumineuse en 3 volumes. Et donc, j'ai publié deux des 3 volumes de ma thèse. L'un, donc, qui est le poétique du traduire chez L'Harmattan que vous avez cité, et l'autre était publié chez Alain Baudry, et s'appelait Henri Méchonic, Théorie et éthique de la relation langage. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup lu cet auteur. C'est un auteur qui n'est pas forcément le plus connu des sciences humaines et sociales, mais c'est un auteur qui a été à l'articulation de beaucoup de champs de pensée. Les sciences du langage, la com, les sciences de la traduction, beaucoup de critiques d'art également. Donc, quelqu'un de vraiment très intéressant. Il enseignait à Paris 8, à l'université de Paris 8. Il a enseigné à Paris et il a été un des membres fondateurs du centre expérimental de Vincennes. C'était sa première affectation universitaire, après un poste d'assistant à Lille. Et puis très vite, il a été de l'aventure de la création du département de sciences du langage à Paris 8, avec d'autres grands chercheurs comme Jean-Louis Schiess, qui est plutôt lui en didactique du langage. Et il a formé vraiment un grand panel de chercheurs qui sont pour beaucoup en sciences de la littérature, sciences du langage. Il a fait école, hein, il a fait école. Moi, j'ai pas fait mes études sous sa direction, mais j'ai beaucoup appris à le lire et puis à son contact pendant quelques temps. À vos récents ouvrages, vous avez écrit quelques ouvrages aussi, enfin quelques livres ou quelques articles aussi, parce que j'ai vu que vous avez pas mal d'articles aussi. L'imaginaire de la guerre dans l'œuvre de Joseph Kessel, Les sanglots de la roche et des soucis et des hommes. C'est marrant parce que ça m'a fait penser Souris des hommes de Steinbeck, mais bon. Oui, c'était volontairement. Alors, comment vous êtes passé de la littérature? Parce que là, on sent quand même que vous êtes plutôt dans la littérature, mais il y a peut-être un lien avec la communication politique à ce moment-là? Oui, alors en fait, le lien se fait, vous savez ce que c'est, hein, il y a les effets des rencontres, il y a le fait du hasard. Quand j'ai soutenu ma thèse en 2009, j'étais depuis quelques temps à TER au sein d'un département d'art, communication, langage à Nice, qui était donc un département de communication qui était très versé aussi dans les arts, dans les ateliers d'écriture. Et j'avais été sollicité pour intégrer ce poste d'ATER parce que je m'occupais auparavant comme chargé de cours d'ateliers d'écriture littéraire. Donc c'est mon origine littéraire qui m'a fait venir en communication, et lorsque je suis arrivé, des collègues, dont notamment Nicolas Pellissier, qui travaille beaucoup sur la politique et le journalisme, qui est un ami de longue date d'Arnaud Mercier, hein, ils ont fait Sciences Po Paris en même temps,
eh bien, m'a dit sur quoi tu pourrais travailler en communication au niveau de tes recherches. Je dis, écoute, j'ai toujours été très intéressé par la politique. Je suis ça avec grand intérêt depuis toujours. Les ouvrages des grands hommes d'État, les ouvrages littéraires des grands hommes d'État, etc. Les anti-mémoires, les chaînes Conaba de Malraux. Enfin, j'avais une bibliothèque importante. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à la question du récit politique. Et je suis arrivé dans un département et un laboratoire de communication autour finalement de la question du storytelling politique, sur laquelle j'ai énormément publié. Mon livre, André Malraux et la communication du récit littéraire au storytelling politique, est un peu l'histoire de ma mue disciplinaire, hein, parce que je passe de la littérature à la communication politique. Et ce qui m'intéresse, effectivement, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a la question du récit, donc du langage, donc des médiations discursives. Donc on est vraiment dans le cœur disciplinaire des sciences de la com, le langage, la médiation. Et je suis venu comme ça, un peu par le fait du hasard, beaucoup par mon intérêt pour la politique et pour le récit, par la narration sous toutes ses formes. Et donc, d'ailleurs, j'ai continué à travailler sur la question de la narration, sur le storytelling de marque. J'ai pas publié, j'ai beaucoup fait de conférences là-dessus et des cours sur le storytelling marchand, mais voilà, la question du récit m'a toujours beaucoup intéressé. Ça a été ma clé d'entrée en communication. Et puis, dans mon laboratoire, qui était à l'époque I3M, on a eu l'occasion de monter, j'ai organisé cette journée d'études, le premier colloque francophone sur Twitter et ses usages communicationnels, politiques, etc. Et c'était un merveilleux moment. On avait invité plusieurs chercheurs de renom, notamment Louise Merzeau, qui nous a quittés il y a quelques temps, qui était prof à Paris 10 et qui était médiologue, qui travaillait avec Régis Debray et qui avait fait une conférence absolument extraordinaire sur la question de l'auctorialité sur Twitter, qui est vraiment l'auteur de celui qui publie. Donc on avait fait un très joli colloque que j'avais organisé, et puis ça a donné lieu à des publications. Et à cette occasion-là, je me suis plongé dans Twitter comme outil de communication politique, et j'en suis plus jamais sorti. Je me suis intéressé à ça. Je vous arrête parce que bon, il y a un autre point commun avec McLuhan, parce que lui est un professeur de littéraire, donc vous voyez, il a marqué l'histoire de la communication et de la science de l'information alors qu'il venait de la littérature, c'est un prof de littérature. On considère que c'est souvent un sociologue, mais en fait c'était un prof de littérature. Mais alors donc vous avez, en 2013, on voit qu'il y a une rupture effectivement, puisque vous sortez le livre La communication politique ou le mentir vrai en décembre 2013 chez l'Harmattan, et effectivement votre livre sur André Malraux, qui est un sacré personnage dans la communication politique. Oui, c'est ça. Ce qui m'intéresse chez André Malraux pour travailler la communication politique, c'est le faiseur d'histoire, le mythomane génial, l'homme qui a fait des discours, notamment le discours de transfert des cendres au Panthéon de Jean Moulin, qui est absolument extraordinaire, qui est un monument de storytelling et de dramatisation politique. Et donc, effectivement, il y a ce moment de bascule très fort chez moi où je m'intéresse toujours à la question finalement de la littérature et des grands auteurs. André Malraux, c'est l'un des auteurs que j'ai sans doute le plus lu, mais autour effectivement des récits qui touchent à la question de la politique et qui touchent à la question de l'État et de son service. L'intérêt pour vous, c'est la culture, puisque en 2016, donc après la communication tweet, la politique gagnée par l'éthique. Alors ça, c'est intéressant parce que on va revenir sur les derniers ouvrages sur l'importance de la technologie dans la communication politique. Et ça, vous avez une expertise très intéressante. Donc en 2015, vous sortez cet ouvrage, La politique gagnée par les technologies de l'information et de la communication, des hauts et des bas, chez l'Harmattan. Lecture critique en communication, culture et technologie société. Vous essayez de faire le lien avec la culture. Et là, vous avez un autre, en 2018, Culture et culture, le lien social au révélateur. Alors, est-ce que vous essayez de voir les... Je pensais à Gabriel Tarde, vous savez, le psychosociologue qui s'est intéressé aussi à l'interaction
assez tôt avec les technos, en particulier la presse. Est-ce que vous avez été baigné dans cette culture, ou Abraham Smalls peut-être, la socioculture Oui, en fait, c'est des des lectures qui m'ont marqué. Et puis très vite, moi, quand je suis arrivé en littérature, j'ai toujours été très pluridisciplinaire. Je m'intéressais à la philosophie de Lévinas, je m'intéressais déjà à McLuhan, je m'intéressais déjà à Daniel Bougnou, qui est, alors, avec beaucoup plus de talent que moi, mais qui est aussi une sorte de transfuge de la littérature vers les sciences de la communication. Daniel Bougnou, qui a beaucoup publié sur la communication et sur ses origines, notamment littéraires, et qui a été, entre autres, l'éditeur scientifique d'Aragon dans la Pléiade. Et pour Daniel Bougnou, comme pour moi, effectivement, la question de la culture, elle est un élément central de la communication. La culture est un moyen de communication entre les hommes. On voit bien que la déferlante rock'n'roll dans les années 50, post-Seconde Guerre mondiale, partout en Europe et partout dans le monde, elle a été liée finalement à un transfert, à une déferlante culturelle qui a effectivement permis de faire passer un certain nombre de messages ou d'éléments sur l'Amérique et sur sa culture profonde à travers notamment le rock'n'roll avec le succès qu'on connaît. Donc oui, pour moi, la culture est un élément central de la communication. On communique toujours avec des gens sur la base de sa culture. Il se trouve que vous et moi, on a une culture quand même assez partagée et commune, et c'est assez drôle. Je trouve l'ironie de la situation délicieuse. Mais effectivement, on communique toujours sur la base de ce qu'on est, ce qu'on a appris, de ce qu'on aime. Et c'est cette dimension profondément culturelle de la communication qui m'intéresse. Et dans mon livre Culture, le lien social au révélateur, j'ai voulu montrer ça. L'aspect finalement très communicant ou très communicationnel de la culture, alors quelle qu'elle soit, hein, culture vestimentaire, la culture de la SAP en Afrique, culture managériale, culture numérique. La culture, c'est à la fois un symbolone, hein, ce qui nous fait appartenir, et en même temps, c'est ce qui fait parler, pour ou contre un certain nombre de choses, critiquer, mais en tout cas qui nous fait réagir et qui donne matière à débat. Je voulais vous interrompre à nouveau parce que je vais parler d'un ouvrage très intéressant sur des écrans plein la vue, les jeunes à l'épreuve de la cyberaddiction. Mais avant d'aborder ce thème, je voulais revenir rapidement sur la politique gagnée par les technologies de l'information parce que là, c'est intéressant. Parce que vous avez, dans certains chapitres, abordé l'histoire, comme la radio, le passage de... On se rappellera bien sûr de la télévision avec Kennedy et Nixon, Obama avec les premières générations d'Internet, et puis Twitter avec Trump. C'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, à votre sens, on verra après sur l'actualité avec l'Ukraine, sur lequel vous êtes intervenu, on va revenir après, mais à votre sens, quel est l'impact essentiel de cette évolution technologique sur la vie politique démocratique ? Ce qui m'intéresse, moi, dans l'évolution des réseaux sociaux autour de la vie politique, c'est une révolution médiologique au sens de Debré, c'est-à-dire une nouvelle méthodologie, de nouveaux moyens de transmission d'une information qui passe par les réseaux sociaux, par des questions de réputation et d'identité numérique, mais qui finalement, comme le storytelling, sont des nouveaux habillages, des nouveaux paquets cadeaux de pratiques de communication plutôt anciennes. La communication politique qui nous intéresse, vous et moi, elle a toujours suivi le chemin finalement de l'évolution des technologies, des médias, évidemment d'abord de la presse écrite, puis la radio, la télé, les premières télés, l'ORTF pour la France, etc. Puis les grands médias planétaires et diasporiques dont parlent Dayan et Katz. Et finalement, quand on est un homme ou une femme politique, on a à un moment donné l'obligation de suivre cette évolution et de l'accompagner, de s'en saisir au mieux, avec parfois, c'est ce que je dis dans mon livre, hein, la communication politweet, il y a beaucoup d'amateurisme, beaucoup de jeunesse dans les pratiques des hommes et des femmes politiques français notamment, et canadiens, parce que j'ai eu l'occasion de m'intéresser à cette question-là. On est vraiment dans les balbutiements de l'usage de Twitter comme outil politique, donc on voit que les gens n'ont pas forcément les bons réflexes, ils se servent de Twitter comme d'un outil pour produire des communiqués de presse,
Et encore maintenant, sur tout ce que j'ai pu observer, le vecteur d'effervescence, d'interactivité forte, etc., sur Twitter, il n'est pas si présent que ça dans les usages. Twitter, ça sert à faire parler, ça sert à communiquer, à dire qu'on va passer à telle émission de radio, de télé, tel jour, à telle heure. Mais ça favorise assez peu l'interaction, sauf sur des grands sujets dramatiques, l'incendie de Notre-Dame, les attentats, effectivement la crise des Gilets jaunes en France, ou plus récemment, évidemment, la crise sanitaire ou la crise russo-ukrainienne. Sauf sur des grands points comme ça, il n'y a pas véritablement d'interaction entre les hommes politiques et les sympathisants ou les citoyens. Et c'est assez intéressant parce que finalement, ça reste un outil très technologique, très pointu, qui sert essentiellement, statistiquement, à produire de l'information. C'est quand même plutôt un outil à produire de l'information autour des partis, autour des candidats, à communiquer sur ce que font les candidats, mais rarement, finalement, sur la possibilité de créer de la véritable effervescence. Cette évolution des médias et de la technologie, on voit apparaître l'écran, qui est mon sujet de recherche, on en a parlé, mais vous avez, bon, il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent en ce moment sur l'écran, enfin, le côté positif, négatif, les enfants, les adolescents, mais enfin, vous constatez, bon, vous êtes attardé sur les jeunes à l'épreuve de la cyberaddiction, mais c'est quand même un phénomène majeur où on voit bien que le papier, on va dire la civilisation de l'imprimé se fait remplacer par celle du numérique. On va revenir d'ailleurs sur cette expertise que vous avez acquise puisque vous avez sorti un livre sur la communication politique 3.0, la politique à l'épreuve du numérique, donc on va revenir après. Mais quel est votre point de vue, de façon générale, d'abord, sur la place de l'écran qui prend de plus en plus de place? Je dirais même que la pandémie a accéléré ce phénomène, mais... Il y a un facteur qui est évident, c'est que l'écran a colonisé nos existences. C'est mis d'un coup à nous envahir les lieux publics, les restaurants, les gares, les aéroports, les médiathèques, les rues. Et effectivement, l'écran est devenu, dès le départ, un outil d'affichage de l'information. Donc ça, c'était plutôt bien, information urbaine, information sur des spectacles, information sur la circulation. Et puis très vite, cet écran a fini par devenir absolument essentiel dans nos vies, à tel point que du smartphone à l'ordinateur ou de l'ordinateur à la tablette, il n'existe pas grand monde aujourd'hui qui soit capable de s'en passer. On est tous plus ou moins geeks à des degrés divers, on est tous plus ou moins accros aux écrans et aux écrits d'écran, et on n'en a pas forcément conscience. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, notamment dans le livre que j'ai coordonné, là, des écrans plein la vue, c'est effectivement le caractère d'omerta, notamment étatique, sur le fait que non, non, les technologies numériques ne sont pas dangereuses. Non, non, les technologies numériques ne pervertissent pas les jeunes. Elles sont la source d'un accès privilégié à la culture. Elles sont, c'est un peu la théorie que je combats de Michel Serres, que j'avais eu l'honneur de rencontrer à Agen, dans le Lot-et-Garonne, où je vivais lorsque le campus en son nom avait été inauguré, mais qui était vraiment un peu ce qu'on appelle le ravi de la crèche numérique, qui voyait dans la numérique l'accès à l'émancipation culturelle, sociétale, éducative, etc. C'était c'était quelque chose de véritablement, c'était quelque chose de véritablement important. Et lorsqu'on prend conscience de ça, on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui autour de cet écran omniprésent finalement deux visions qui sont les mêmes que celles que l'on peut entendre de la communication. Une vision de la communication et des écrans qui sont toujours pertinents, efficaces, qui sont des outils
de facilitation de nos existences. Et puis de l'autre côté, une école beaucoup plus minoritaire, critique, qui va avoir tendance à dire que les écrans, il faut quand même peut-être faire attention à en limiter les usages, et qui va rencontrer moins d'écho, en tout cas pas un écho majoritaire, parce que les grandes entreprises du numérique, les grands corps de l'État, etc., n'ont pas forcément intérêt à entendre parler d'addiction, de cyberdépendance. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le livre qu'on a coordonné avec un panel d'auteurs. On avait un psychanalyste, on avait un homme politique des Alpes-Maritimes, on avait des chercheurs de différents points de vue, différentes obédiences académiques. Et ça, c'était très intéressant parce que je crois qu'aujourd'hui, la question des écrans, elle peut être préoccupante légitimement. L'écran fait écran, hein, c'est ce que je dis à nombreuses reprises. À un moment donné, l'écran nous permet d'être là par le truchement de la technologie ici, à distance entre le Var et le Canada, mais en même temps, l'écran fait écran et contribue pas nécessairement au développement du lien social. Donc on a quelque chose autour de ça qui est vraiment très très intéressant et qui est pas si creusé que ça. Donc moi je m'inscris plutôt dans une perspective d'école critique de la communication, qui ne voit pas la communication comme forcément quelque chose qui réussit toujours, qui est aussi efficace et fiable qu'une machine ou qu'un ordinateur, mais qui est humaine avec ses qualités et ses défauts. Et de la même manière, l'écran, ça peut être extrêmement intéressant, mais il faut savoir jouer avec, il faut savoir en limiter les usages, en limiter l'accès, et faire en sorte effectivement que cet usage soit encadré. Et donc, c'est pour ça que moi, la question de l'écran en elle-même, je ne vais pas jeter les écrans au feu en disant que c'est le grand Satan. Mais d'un autre côté, je ne vais pas dire non plus que grâce à l'écran, on peut accéder aux sites d'Encyclopédie Universalis, à des visites virtuelles du Guggenheim, etc., parce que ça n'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur Internet pour des raisons plus ou moins louables, de sites de rencontres à des sites plus réservés à des adultes. On voit que les usages, y compris chez les plus jeunes, ne sont pas forcément toujours très bien intentionnés. Donc voilà, moi, mon rapport à l'écran est un rapport de travail. Hein. Je suis comme vous, je travaille sur les écrans, par les écrans, je m'intéresse vraiment beaucoup à ça. Mais en même temps, je diabolise pas l'outil, mais j'essaye de le faire avec mes propres enfants, ce qui n'est pas forcément toujours facile, d'avoir un encadrement et une sorte de limitation de l'usage, ou en tout cas un usage raisonné, ce qu'on est quelques-uns à appeler, avec notamment Pascal Lardelier, mon collègue et ami, la dialectique numérique. L'art d'utiliser les écrans à bon escient, avec conscience finalement que tout ce qui est publié sur Internet ne nous appartient pas, avec la conscience effectivement qu'il y a du droit à la propriété, de la propriété intellectuelle, et en même temps en se disant que même si je tape Némésis sur Internet, je vais peut-être pas forcément tomber sur le livre extraordinaire de Philippe Ross, je vais peut-être tomber sur un site libertin ou pour adultes, et c'est bien embêtant si je suis un mineur de moins de 15 ans, ou parce que j'ai refait une recherche dans un cadre scolaire et que je serais pas tombé sur le bon Némésis. Voilà. Je vous arrête à nouveau, malheureusement, parce qu'il faut mettre en perspective, justement, vous avez tout à fait raison sur le rapport à l'écran qui devient central, mais ce qui est intéressant dans votre réflexion, c'est que vous avez pu faire le lien avec la communication politique, puisque derrière l'écran, il y a le numérique. Et alors, à votre sens, on a abordé ça rapidement tout à l'heure, l'évolution des technologies et puis des médias, on va dire. Mais pourquoi la politique à l'épreuve du numérique? Est-ce que vous croyez que ça peut servir la politique? Au contraire, ça peut... parce qu'on voit bien qu'il y a des rapports plutôt hiérarchiques qui se développent. Par exemple, Trump avait tendance, grâce à Twitter, à pouvoir parler à 20 ou 30 millions de personnes directement, sans passer par les médias ou passer par les journalistes. Est-ce que là, votre
votre réflexion sur la politique à l'épreuve du numérique, c'est aussi cette réflexion-là, c'est-à-dire ça remet en cause les relations peut-être traditionnelles. Oui, c'est ça, ça squeeze les relations traditionnelles entre ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les politiciens, les conseillers en communication, les hommes et les femmes de médias. On s'aperçoit qu'ils sont tous sur Twitter, que Twitter est un outil très politisé, un outil très professionnel finalement. Il y a beaucoup de professionnels qui sont sur Twitter. Il y a finalement assez peu d'amateurs. Et cet écran, cet outil de communication numérique qui est Twitter, qui est le réseau social au sens très large, permet finalement aux hommes et aux femmes politiques d'accroître encore l'influence qu'ils peuvent avoir sur une population, de faire porter encore plus loin leur voix et de toucher un très très large public. Sachant que ce très large public, c'est plus difficile de le toucher par une allocution télévisée comme vient de faire Emmanuel Macron hier en marge du 14 juillet. C'est plus difficile de toucher un très large public parce que sur les réseaux sociaux, on va avoir un public intéressé, on dira captif. Maintenant, à la télé, j'en connais, ma propre belle famille n'est pas fan des festivités du 14 juillet, donc le défilé du 14 juillet, ça ne les intéresse pas, et le discours qui suit, ça les intéresse encore moins. Donc oui, on peut effectivement trouver des usages très intéressants en politique de l'écran et des réseaux sociaux. C'est surtout un parfait levier pour le personal branding politique, quoi. Vendre un homme ou une femme politique comme marque, comme objet désirant, comme mécanique désirante, dirait Lacan, quelque chose qu'on va désirer et dans lequel on va investir. Financièrement, symboliquement, on va investir jusqu'à ses plus grands espoirs, au risque parfois d'être déçu. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est effectivement ce rapport-là au numérique et à l'écran. Alors justement, je rebondis aussi sur votre propos, parce on vient de parler de Macron, mais vous avez participé à Radio-Canada avec la journaliste Pénélope au mois de mars 2022 à une analyse des communications du président Zelensky concernant l'Ukraine. Alors je trouve intéressant justement d'amener votre analyse sur l'actualité. Vous dites que la guerre en Ukraine se mène aussi sur le front de la communication et le président ukrainien Volodymyr Zelensky occupe le terrain notamment sur les réseaux sociaux, justement. Alors, vous faites une citation intéressante. Il a conquis très rapidement un statut de chef politique, mais surtout de chef de guerre, et sa maîtrise de la communication l'a énormément aidé dans cela. C'est votre début d'analyse sur ce phénomène. Oui, c'est mon début d'analyse, et ce qui est intéressant dans ce phénomène-là, c'est que au départ, on a un front, une guerre qui est extrêmement disproportionnée, puisque on a d'un côté un très grand pays, la Russie, dont on pense que l'armée russe est extrêmement puissante, nombreuse, très pointue, etc. Et puis de l'autre côté, on a un pays, l'Ukraine, dont on peine à voir les forces vives émerger. On se dit que ça va être quelque chose d'extrêmement défavorisé, déséquilibré. Et puis très vite, Zelensky saisit les réseaux sociaux, très très vite, et il y voit effectivement un moyen de continuer la guerre par d'autres outils qui sont les réseaux sociaux, les vidéos qu'il fait, les adresses au Parlement, aux hommes et aux femmes politiques, aux étudiants, aux stars de cinéma, etc. Et il le fait avec une constance qui force le respect, même si la mécanique est toujours plus ou moins la même. Il s'est adressé là, j'ai été interviewé par Radio-Canada dans le Manitoba il n'y a pas très longtemps, le 22 juin, autour justement de l'adresse qu'il a fait à certains étudiants canadiens dans pas mal d'universités du pays. C'est la même chose, c'est s'adresser à l'opinion publique très directement. Quand on s'adresse à un parlement, on s'adresse aux représentants, aux élus du peuple, donc on s'adresse par extension au peuple. Et on s'adresse à l'opinion publique d'un pays et de fait, par extension, à l'opinion publique internationale. Donc la guerre de communication de Zelensky, pour l'instant, même s'ils subissent des lourdes pertes, etc., et même si sur le plan purement militaire, ça se rééquilibre parce qu'il y a un apport massif d'armes françaises, canadiennes, américaines, etc. Mais sur le front de la communication, on a une vraie opposition de style entre deux hommes de génération et d'usage très différents.
L'un qui est vraiment Poutine avec l'habitude des grands-messes staliniennes, grands-messes soviétiques, très scénarisées, très solennelles, où le pouvoir est mis en scène et en majesté. Puis de l'autre côté, un homme qui est un homme du peuple, hein, qui communique à hauteur d'homme avec sa vidéo en mode selfie, et qui s'adresse finalement à nous comme on s'adresserait à nous dans la rue. Monsieur, madame, ne nous oubliez pas, nous sommes un peuple envahi, nous subissons des frappes terribles, etc. Et c'est une manière qu'il a, effectivement, je crois que c'est son arme la plus massive, hein, c'est une arme de communication massive, c'est sa capacité à communiquer encore et encore et à maintenir constant l'intérêt pour la cause ukrainienne. Et justement, je rebondis là-dessus parce que avec Arnaud Mercier, vous avez justement cette analyse intéressante. Vous dites que le conflit s'est installé dans une certaine routine. C'est vrai qu'on pensait que Poutine, en quelques jours, aurait conquis l'Ukraine, mais là, ça fait 3 mois, puis il a conquis que quelques villes et des territoires depuis 2014, où il était déjà là. Mais vous dites qu'on sent une certaine usure, et à terme, il y a un risque de désintérêt, et que donc dans ces cas-là, là où il y a aussi une maîtrise des communications, et vous expliquez qu'il y a 2 seules possibilités, selon les experts, donc avoir une communication politique classique où l'on ne s'exprime que dès lors que l'on a une annonce à faire, ou maintenir une communication offensive pour ne pas sombrer dans l'oubli. Oui, ben, c'est ce que je pense, c'est que pour l'heure, la seule alternative de Zelensky, c'est celle-là, c'est s'adresser encore et encore à l'opinion publique internationale, communiquer, recommuniquer, communiquer encore pour maintenir vraiment l'Ukraine en vie médiatiquement déjà, et c'est déjà très important, parce que la pire chose qui pourrait leur arriver, c'est effectivement l'oubli, hein, sombrer dans ce que les sociologues des médias appellent le sleeper effect. Kurt Lewin et d'autres ont beaucoup théorisé ça. Le fait d'être exposé à des mêmes sources d'informations, à des mêmes informations pendant très très longtemps, fait qu'au bout d'un moment, le cerveau sature et ne les voit plus. Et il y a des études qui ont été menées notamment sur les taux de contamination chez des jeunes très informés sur le sida en Europe notamment, qui sont vraiment d'une génération hyper informée et qui pourtant sont contaminés précisément parce que la saturation d'une information fait qu'ils finissent par plus l'entendre et par plus se protéger, par plus faire gaffe. Et c'est valable pour plein de choses, hein. Quand on passe tous les jours dans un couloir à l'université, qu'on voit des affichettes, etc., qui nous disent en cas d'attaque terroriste, veuillez vous mettre à tel endroit, veuillez adopter telle pratique ou tel geste, au bout d'un moment, on finit par plus le voir, hein. On finit par plus le voir parce que le cerveau et l'œil saturent face à des choses qui sont très, très souvent dites. Donc Zelensky, au risque d'user, au risque de tirer un peu trop sur la corde, n'a pas d'autre moyen que d'être toujours à l'offensive en cherchant à chaque fois de nouvelles cibles, entre guillemets, de nouveaux relais, de nouveaux leaders et relais d'opinion, leaders et relais de communication. On dit là aussi sur votre analyse, parce que dans un autre texte, enfin qui était de France 24, le 11 mai 2022, Arnaud Mercier, là, qui intervient avec vous, c'est donc effectivement la principale arme de Zelensky, c'est son image, et vous insistez là-dessus. Mais ce qui est intéressant dans cette interview, c'est que vous expliquez qu'il y a une question, vous l'avez dit tout à l'heure rapidement, qu'il y a une question de génération entre Poutine et Zelensky, mais que Zelensky s'est aussi s'est entouré aussi d'une armada de jeunes post-soviétiques. Et c'est peut-être, ça expliquerait aussi que sur le plan médiatique, il tient le coup. Il résiste. Oui, c'est ça. C'est un homme de spectacle, c'est un homme d'audiovisuel, Zelensky. Et effectivement, l'Ukraine de ces dernières années était la parfaite transition entre les usages très assis, très institutionnalisés de la communication solennelle soviétique, et puis un pays qui s'est très vite ouvert aux entreprises IBM, Microsoft, etc., qui étaient beaucoup en Ukraine, avec un pays très, très connecté, très à la pointe de la technologie. Et donc forcément, il y a un savoir-faire effectivement très occidental, très post-soviétique, que Zelensky a su mettre à profit avec beaucoup de brio. Parce qu'effectivement, on ne sait pas exactement qui l'entoure, mais on sait que derrière
au montage, au cadrage, au scénario, à la recherche de cibles, les idées d'intervention auprès des parlements, etc. Il y a quand même des gens qui bossent et qui lui apportent des bonnes idées et qui le mettent dans les meilleures dispositions pour parler et pour attirer encore une fois l'attention sur la cause ukrainienne. Donc ça, c'est vrai qu'il a autour de lui une armada de jeunes communicants qu'on imagine de sa génération ou à peu de choses près. Symboliquement, et pour faire un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, c'est un peu ce qui est arrivé à Emmanuel Macron à sa première accession au pouvoir. C'est-à-dire que l'équipe de communicants, notamment la cellule numérique autour de lui, était une cellule de trentenaires. Hein, c'était essentiellement Sibeth Ndiaye, etc. Et puis Ismaël Mélien, qui avait été notamment à un moment avec François Hollande, puis avec François Fillon, et puis qui à un moment a rejoint la cellule web de l'Élysée, en est parti. Donc c'est vrai que quand on est un homme d'État, s'entourer de jeunes communicants qui connaissent parfaitement les trucs et astuces de la communication moderne, bah c'est forcément très pertinent. Hein. C'est forcément très pertinent. Il y a un intérêt fort là-dedans. Mhm. Je voudrais rebondir, malheureusement je vous bouscule un peu, mais il y a un autre article très intéressant pour conclure l'entrevue, parce que on pourrait bien sûr aborder pendant des heures tous les thèmes que vous abordez dans vos ouvrages, mais il y a une autre image justement qui font la synthèse avec Macron et Biden par exemple, c'est ce côté, vous parlez d'américanisation de la mise en scène du pouvoir, mais aussi la théatrocratie et la cool-attitude. Et vous prenez comme exemple justement la façon dont le Macron a abordé M. Biden et comment il a apostrophé un peu d'une façon comme s'il apostrophait un copain, quoi. Oui, c'est ça. Il y a une espèce d'impression qu'on est dans une cour de récréation pour grands enfants et que sous l'œil des caméras au moins, il y a une franche camaraderie, il y a une vraie convivialité. On est vraiment heureux de se retrouver, on a plaisir à échanger. Si on regarde les images, outre la poignée de main, qui était un peu une épreuve de force entre Trump et Macron, mais c'était à peu près les mêmes images qu'on avait. Hein. Des sourires, des tapes sur l'épaule, de la franche camaraderie apparente. Tout ça, c'est effectivement pour la mise en scène et pour la galerie. Mais ça montre bien qu'aujourd'hui, la communication politique se scénarise, se monte, se vend comme un produit télévisuel quelconque. Hein. Il y a un marketing autour de ça et le produit finalement qui est diffusé dans les médias classiques, c'est ce qui va être le plus porteur de sens, le plus frappant, le plus marquant. On va s'intéresser effectivement aux relations, plus aux relations soit de bonhomie et de jovialité, ou alors aux relations profondément conflictuelles. On remonte beaucoup là, ces derniers temps l'entrevue à trois avec Poutine, Zelensky et Macron à l'Élysée. Bon, c'était déjà il y a bien longtemps. Et on voyait qu'il y avait une espèce de sympathie naturelle entre Zelensky et Macron. Et quant à Poutine, il était toujours dans son rôle, dans sa réserve, dans son caractère impavide classique. Là, on n'était pas tout à fait dans la même chose. Je crois que Poutine, à la différence de Zelensky, n'essaye pas d'avoir l'air sympa. Il est dans la longue lignée des hommes forts, du mythe de l'homme fort et providentiel soviétique. Hein. C'est un peu son image rêvée, ce serait d'être un nouveau Staline, je pense, à Poutine. C'est cette idéologie qui est la sienne. Tandis que Zelensky, effectivement, c'est un homme de sa génération, il aime être entouré, il aime montrer justement dans ses vidéos qu'il n'est pas seul et que la défense de l'Ukraine, il l'a profondément chevillé au corps et au cœur, et que pour ça, il sait s'entourer. Donc il y a effectivement, oui, théatrocratie, c'est le travail qui m'a beaucoup marqué, moi, de Georges Balandier, mise en scène du pouvoir
à destination d'un public captif. C'est-à-dire qu'on est tous intéressés par la chose politique quand il y a des cérémonies, quand il y a des meetings, quand il y a des allocutions. Et effectivement, ce qui nous intéresse, notamment pour l'allocution là, autour du 14 juillet, bah, c'est en grande partie le décorum, la mise en scène, ce qui a été dit, face à qui l'interview a été réalisée, la chanson qui a été produite juste à la fin du défilé. Bon. On s'intéresse plutôt à des éléments d'entertainment ou d'infotainment, finalement, qu'à des éléments d'idéologie politique ou de programme. On n'est pas dans des programmes partisans. Ce qui intéresse les gens, c'est le spectacle. Et ça, c'est effectivement très nord-américain, très américain dans la perspective. C'est quelque chose qui... Je voudrais relancer justement par rapport à ce que vous venez de dire, qui est tout à fait intéressant. Mais vous dites que ce qui vaut pour les représentants occidentaux ne vaut pas pour les dirigeants orientaux, comme vous parlez de la Russie, bien sûr, la Chine, le monde arabe. On parle du nouvel axe du mal. À votre sens, qu'est-ce que ça révèle, cette différence, justement, de cool-attitude, enfin d'américanisation de la vie politique en Europe, par exemple, et ces différents pays qui n'ont pas la même attitude? Est-ce que ça révèle, comme vous le disiez, des régimes plutôt autoritaires? Oui, et puis le fait que ces pays sont arrivés à l'économie de marché et à l'ouverture des médias, etc., bien plus tard que nos pays, qui ont très vite compris que l'information, c'était avant tout une valeur marchande. Et donc, dans nos pays, effectivement, l'information et la communication, c'est devenu des valeurs cardinales et des valeurs très marchandisées. Tandis que dans beaucoup de pays, notamment, je pense, Afghanistan des talibans, certains pays comme la Syrie, l'Iran, etc., on a constaté à plusieurs reprises que, avec une lecture peut-être un peu exagérée des textes sacrés ou un peu outrancière, eh bien, tout ce qui était spectacle, tout ce qui était divertissement, tout ce qui était média était nauséabond, diabolique, etc. Donc c'est aussi peut-être pour ça que leur culture de l'image et leur culture de la communication comme spectacle marketé, scénarisé, produit avec beaucoup d'intelligence, n'arrive pas forcément chez eux. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que la communication politique, c'est malheureux à dire, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, beaucoup plus facilement dans des pays démocratiques. C'est quand même beaucoup plus dur. C'est quand même beaucoup plus dur dans des régimes autocratiques, puisque la communication est beaucoup plus verrouillée. Quoique, d'ailleurs, on le voit pour Vladimir Poutine, il n'a pas la totale maîtrise de l'opinion publique comme l'avait un Staline, par exemple. Et c'est ça qui lui coûte beaucoup dans ce conflit. C'est qu'on voit que beaucoup de voix de journalistes dissidents russes, etc., se font entendre dans des plateformes ailleurs. Et la population russe commence à être informée par d'autres voix, que la version officielle n'est pas forcément la seule et la plus pertinente. Et donc oui, je pense qu'il y a consubstantiellement un lien fort entre communication politique et démocratie. On pourrait faire un lien avec le fameux espace public d'Habermas, la publicité, le monde marchand, le marketing, les médias et la politique font très bon ménage. Et ça, effectivement, c'est beaucoup plus dur dans certains régimes autocratiques. Il y a d'autres moyens de communication, mais qui sont effectivement beaucoup plus à la solde du pouvoir et qui sont beaucoup plus excusez-moi de vous couper, mais je voulais accentuer votre analyse sur un aspect, puisqu'on a parlé de l'écran, et vous avez abordé rapidement la place de l'image. Ça me semble intéressant, parce que Derek de Kerkhove, un des élèves de McLuhan, avait écrit un livre qui s'appelle La société vidéo-chrétienne, gréco-romaine. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un lien, alors c'est pas évident, mais un lien entre la place de l'image en démocratie par rapport justement au régime autoritaire, et que donc la place de l'image ne serait pas la même? Je pense qu'il y a le culte de la personnalité dans les régimes autocratiques, qui est effectivement une version de l'image qui est sanctifiée, divinisée,
On sait notamment avec le crédit social chinois que si vous n'avez pas le portrait de Xi Jinping chez vous en 4x3, eh bien, vous pouvez être emprisonné, votre famille peut être affichée sur le mur de la honte, etc. La Corée du Nord, c'est la même chose. En Russie, il est plutôt bien d'avoir un portrait de Vladimir Poutine, ou en tout cas de manifester son amour débordant pour lui dans les grandes manifestations très scénarisées. Je pense que c'est lié à ça. C'est une vision de l'image qui est une image. Euh, ouais, c'est le culte de la personnalité. C'est une image qui est quasiment sanctifiée. Hein. Et effectivement, cette image sanctifiée qui en fait des icônes, des personnalités intouchables, le petit père des peuples, etc. Eh bien, ça donne à la vision qu'on a de l'image dans ces pays-là un lien consubstantiel avec l'exercice du pouvoir et du contrôle. Hein. L'image dans ces pays-là, c'est plutôt la panoptique de Foucault, c'est-à-dire surveiller, punir et contrôler. Chez nous, effectivement, l'image, elle est associée en termes de communication politique à aussi des logiques autopromotionnelles, de mise en scène de l'homme ou de la femme politique dans son propre rapport à ce que c'est la vie politique. On a vu il y a quelques années François Hollande faire une espèce de mue, maigrir considérablement pour être tout à fait à la hauteur des enjeux, et puis reprendre tous ses kilos une fois qu'il a été président avec la difficulté que ça représente. On sait aussi que beaucoup d'hommes et de femmes politiques disons, attirent une attention particulière pour le dress code, pour leur attitude, pour leur look, pour leur personne, pour leur image, mais on n'est pas du tout dans la même chose. Le culte de la personnalité post-stalinien ou poutinien, c'est vraiment l'image du dieu qui s'est incarné dans le président ou dans le chef de l'État et à qui on doit manifester toujours de la déférence. Tandis que chez nous, effectivement, l'image en communication politique, elle est plutôt un instrument de mise en scène de soi. De mise en scène de soi, de théâtrocratie. Un Jean-Luc Mélenchon, un Yannick Jadot, une Valérie Pécresse pendant la campagne avec un succès évidemment très limité. Un Justin Trudeau chez vous au Canada, qui est quand même un sacré metteur en scène de lui-même. Bon. Sont tout à fait capables, et puis Emmanuel Macron aussi, sont tout à fait capables de jouer sur leur physique, plus ou moins attractif, sur leur image, sur leur capital sympathie, pour faire passer certains messages, appuyer certaines réformes, conquérir certains citoyens ou sympathisants. Donc il y a un vrai usage de l'image, mais pas dans la même perspective que dans les régimes autocratiques. Pas du tout dans la même perspective. Et puis pour la petite histoire, j'ai bien connu Derrick de Kerkhove était venu à un colloque que nous avions organisé à Nice il y a quelques années, enfin il y a vraiment longtemps maintenant. Et il a publié, Derrick, avec un ancien prof de sociologie de Nice qui s'appelle Claude Devos. Ils ont publié 3 ouvrages justement sur les rapports de l'écran à l'écriture, enfin l'histoire de l'écriture. Je sais plus si ça s'appelait pas écrit d'écran ou écrit écran en 3 volumes chez Larmat. Il y a 3 tomes. Il y a 3 tomes. Oui, je les ai. Ouais, je me rappelle. Bah, écoutez, merci Alexandre. Je rappelle, messieurs, dames, que nous étions avec Alexandre. À cette occasion-là, je vais rencontrer Jean-Paul Lafont aussi. Ah oui, ok. Alors, nous étions avec Alexandre Herriès donc, pour parler de la communication politique. Son dernier ouvrage est sorti en 2022, mais de lecture critique en communication 2. Vous pouvez on peut très rapidement se procurer ces ouvrages sur Internet ou sur Amazon. Merci beaucoup Alexandre et merci messieurs, dames, et j'espère que cette réflexion sur les communications politiques ou la communication politique vous aura intéressé, mais je pense que c'est très actuel. Merci beaucoup et à une prochaine fois.